les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens, 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 viens. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Alors, avant de démarrer ce spectacle, on m'a demandé de faire un discours. Mais je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Moi, je sais, vous vous dites, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment. Mais enfin, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je sois comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux. Eh bien non, moi, mesdames et messieurs, quand je n'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Je veux en faire profiter les autres. Et vous-même, mesdames et messieurs, si vous n'avez rien à dire, on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque, même en visioconférence sur Zoom. Mais, me direz-vous, si nous n'avons rien à dire, de quoi allons-nous parler? Mais de rien. De rien, parce que rien, ça n'est pas rien. Exemple, si on soustrait rien moins rien égale moins que rien. Si vous trouvez moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter avec rien, en multipliant. Une fois rien, rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais alors 3 fois rien, pour 3 fois rien, vous pouvez acheter quelque chose, et pour pas cher. Alors si on multiplie 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien, rien. 3 multiplié par 3, 9, rien de 9, on n'en parle plus. Mais on peut parler d'autre chose. On peut parler de la situation sans préciser laquelle. Permettez, mesdames et messieurs, que je vous fasse l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Souvenez-vous, il y a quelque temps, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Nous courions à la catastrophe, et nous le savions. Et les responsables d'hier n'étaient pas moins ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. Ce sont les mêmes. La catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire pour aujourd'hui, si mes calculs sont justes. Or que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors je vous le demande, mesdames et messieurs, ce n'est pas en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions avoir le jour même que nous l'éviterons. Et je me permets de vous signaler entre nous que si le gouvernement actuel ne règle pas la catastrophe d'aujourd'hui, il est fort possible que l'opposition s'en empare. Alors, on dit toujours, une catastrophe, ça ne peut pas se prévoir, ça arrive... Ah non, non, attendez, ça se prévoit très bien, une catastrophe, en regardant son horoscope. Mais bien sûr, alors, mesdames et messieurs, avec mon ami François, nous sommes associés à un institut de sondage qui s'appelle Ipsos Deschanel. Et François, qui est un géo-trouve-tout, vous savez, il a un laboratoire tout à fait extraordinaire dans son sous-sol, ça sert de salle de spectacle, ça sert d'atelier, etc. Et il a confectionné des drones que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, c'est extraordinaire, qui vont permettre de mesurer vos réponses. Alors je vais vous poser 2 questions. La première question, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui reconsultent leur horoscope, alors je ne sais pas, une fois par mois, une fois par semaine, certains peut-être plus souvent, alors quel que soit le média, ça peut être sur le journal, ça peut être à la télévision, sur internet, dans une revue, à la radio, peu importe. Alors ceux qui consultent leur horoscope une fois de temps en temps, vous levez le bras. Levez la main, vous levez la main. Personne. Donc, assis, il y en a un au fond là-bas. Et donc, ceux qui ne le regardent jamais, vous levez la main. Voilà, très bien. Et bien, comme vous êtes un panel représentatif de la population française et de la population montbrison-naise, on peut dire aujourd'hui, et l'oreillette nous l'a dit, c'est que nous avons un sondage parfait, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui consulte son horoscope et tous les autres ne consultent pas. Voilà le résultat de ce sondage. Parce que moi, mesdames et messieurs, je le consulte tous les jours. Il y a une semaine, par exemple, je lis dans mon horoscope « Dispute et brouille dans votre ménage ». Alors je dis à ma femme « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Elle ne dit rien. Alors je lui dis « Pourquoi discutes-tu » ? Depuis, on est brouillé. Hier matin, je lis « Risque d'accident ». Alors toute la journée dans ma voiture,
Je fais très attention. Devant, derrière, à droite, à gauche. Rien. Rien. Je dis, je me suis peut-être trompé. Le temps de regarder le journal qui était sur la banquette à côté de moi, bon, ça y était. Alors le conducteur vient vers moi, il me dit, vous auriez pu m'éviter. Ah ben je dis non, c'était prévu. Il me dit, comment? L'accident était prévu? Je dis oui, c'est dans le journal. Quoi? L'accident est déjà dans le journal? Ah ben, je dis dans le mien, oui. Dans le vôtre, je sais pas. Enfin, le bien et le vôtre, c'est le même. Ah, je dis, attendez, de quel signe êtes-vous? Il me dit, balance. Alors je regarde, balance, ben non, vous n'avez pas d'accident, c'est vous qui êtes en tort, mon Dieu. Vous n'avez pas eu mon signe? Ben, vous n'avez qu'à regarder dans le journal, je vais pas donner le signe de tout le monde, surtout pas aux gendarmes. Parce que la circulation, c'est épouvantable aujourd'hui. Je sais pas à Montbrison, mais alors dans les grandes villes, c'est affreux. L'autre jour, j'étais en voiture, j'arrive sur une place, je vais pour prendre le sens giratoire, emporté par mon élan, je fais un tour pour rien. Je dis, reprenons-nous. Je vais prendre la première à droite. Je vais pour prendre la première à droite, sens interdit. Je dis ça je m'y attendais. Je vais prendre la deuxième à droite. Je vais pour prendre la deuxième à droite, sens interdit. Ça, il fallait s'y attendre. La troisième, sens interdit. Je dis non, là ils exagèrent. La quatrième, sens interdit. Alors, je fais un tour pour vérifier. 4 rues, 4 sens interdits. Monsieur l'agent, il y a 4 rues, 4 sens interdits. Je sais, c'est une erreur. Et comment fait-on pour sortir? Vous ne pouvez pas. Ben alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tourner avec les autres. Ah bon? Ils tombent depuis longtemps? Oh, il y en a, ça fait plusieurs jours. Ah bon? Et ils ne disent rien? Que voulez-vous qu'ils disent? Ils ont nourri, ils ont de l'essence, alors ils sont contents. Il n'y en a pas qui cherchent à s'échapper? Si. Ah. Et ils sont tout de suite repris. Ah bon, par qui? Par la police, qui fait sa ronde, mais dans l'autre sens. Et ça va durer longtemps, cette affaire-là? Parce qu'on supprime l'essence. Oui, mais s'il n'y a plus d'essence, il faudra des bons. Et il n'y a plus de bon sens, où ils sont interdits, où ils sont à sens unique. Vous devez 135 €. Ah bon, pourquoi? Défense de stationner. Oh, zut alors. Plus 35 €. Pourquoi? Taxe de séjour. Ah ben ça commence bien. Ah, tâchez que ça continue, hein. Sinon, je vous aurai au tournant. Alors je me suis mis à tourner avec les autres. À un moment, j'étais à la hauteur d'un laitier. Je lui dis donc, mon laitier, ton lait va tourner? Il me dit, t'inquiète pas, je fais mon beurre. En voilà un qui avait le moral. Je lui dis donc, quelle est cette voiture noire là qui bloque le passage? Il me dit, c'est Corbillard. Ça fait 15 jours qu'il est là. Je lui dis donc, et la voiture blanche là qui double tout le monde? Il me dit, c'est l'ambulance. Véhicule prioritaire. Ah, elle transporte quelqu'un? Elle transportait quelqu'un. Ah bon, pourquoi il est où? Dans le corbillard. Alors là, j'ai commencé à me sentir mal. Monsieur l'agent, je crois que je vais prendre un malaise. Ah, si vous vous sentez mal, montez dans l'ambulance. Alors écoutez, on va laisser Brassens s'installer, parce que je crois qu'il n'est même pas trop la marée chaussée, donc le temps qu'il prenne sa guitare et tout. Parce que vous savez, on ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C'est très difficile de juger. Moi, par exemple, j'ai longtemps donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc j'avais raison. Mais par conséquent, j'avais tort de donner raison à des gens qui avaient le tort, croyaient qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui croyaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non? Et ils avaient tort sans aucune raison. Remarquez, moi aussi il m'arrive d'avoir tort. Mais j'ai mes raisons, que je ne donne pas. Sinon ça serait reconnaître mes torts. Mais j'insiste, parce qu'il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison. Mais c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort, sans aucune raison.
Alors, en résumé, on a toujours tort de croire qu'on a raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Tout le monde a bien compris? Ça va, merci. Allez, fantastique. Monseigneur l'astre solaire, comme je l'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, mettre son feu, moi je m'en fous. Je rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout, chasse de son toit, vinette de son toit, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est la chair de votre cou. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Madame ma cocotière, comme je lui dois trop de sous, chasse de sa table, oui, mettre sa table, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Sa majesté financière, comme je ne fais rien à son goût, garde sonore de sonore, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur dans ma doue. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. C'est une chanson qui était dans le premier disque que Brassens a enregistré, 1952, c'était hier. Alors maintenant une autre chanson, mais si vous voulez, vous pouvez chanter avec moi quand vous connaissez la fin. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Les gens qui voient de travers pensent que les bons verres qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, bon des quelques bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur, que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elles posent en lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, on est quelques bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand le ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux monts qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en disant des je t'aime pathétiques, on déclique bien sympathique. Allez, c'était trop joli, on la refait. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se
insultant pas mal d'arobique, les passants honnêtes, les amoureux qui s'éclatent sur les bancs publics, en se disant dès que je t'aime pas technique, oh que t'es bien sympathique. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a parfois des choses bizarres? Parce que De Vos, c'était le poète de l'absurde, le poète de l'imaginaire, le poète de la loufoquerie. Il disait lui-même, mon rôle à moi, c'est d'emmener tout mon auditoire dans l'absurde, dans l'imaginaire. Mais ma responsabilité, c'est de le ramener vers le réel à la fin. Mais supposez qu'il ne ramena pas son auditoire dans le réel, que nous restions toujours dans l'absurde, dans la loufoquerie, dans l'imaginaire, dans la bizarrerie, parce qu'il y a des choses curieuses. L'autre jour, j'étais au café. Je commande un demi. J'en bois la moitié, il n'en restait plus. Une dame vient vers moi, elle me dit « Pardon monsieur, vous avez l'heure s'il vous plaît ?» Je lui dis « Oui, il est 3h moins 10. » Elle me dit « Zut, je l'ai raté de 5 minutes. » Je lui dis « C'est votre faute, madame. Parce que si vous m'aviez demandé l'heure 5 minutes plus tôt, je vous l'aurais donné. » Et il y a quelque temps, j'ai voulu montrer que j'étais un homme, un vrai. Alors j'ai fait un hold-up. Oui, moi Bernard, j'ai fait un hold-up dans une épicerie. J'arrive dans l'épicerie, j'entre dans l'épicerie, je dis à l'épicière « Donnez-moi la caisse !» Elle me dit « Vous avez un revolver ?» Je lui dis « Non. » Alors je ne vous donne pas la caisse. Alors 2 jours plus tard, je suis venu avec un revolver de gosse. Je lui dis « Donnez-moi la caisse !» Elle me dit « Il est chargé votre revolver ?» Je lui dis « Non. » Alors je ne vous donne pas la caisse. Alors je n'ose plus y retourner. Elle a perdu un client, c'est tout ce qu'elle a gagné. Il y a quelque temps, j'étais dans un salon. En face de moi, il y avait une dame, magnifique, avec des gants noirs. Tout à coup, elle a commencé à retirer ses gants, tout doucement. Alors, je lui ai dit, « Madame, pas si vite. » Elle me dit, « Ce ne sont que mes gants. » Je lui dis, « Oui, mais vous n'avez rien dessous. » Elle me dit, « Mais ce sont mes mains. » Je dis, « Oui, mais elles sont nues. » Elle me dit, « Mais le reste aussi. » Je dis, « Pardon, je n'avais pas remarqué. » C'est vrai qu'il y a des choses bizarres. Tenez, autant j'en ai vu dans ma vie. Quand j'étais au Vietnam, à Saigon, en pleine rue, j'ai vu un bonze brûler un feu rouge. Dis donc, François, est-ce que tu peux me prêter une oreille? Et vous, mesdames et messieurs, veuillez me prêter une oreille attentive. Quelle phrase! Prêter l'oreille. Extraordinaire. Il paraît que quand on prête l'oreille, on entend mieux. C'est faux, c'est faux. Moi, j'ai plusieurs fois prêté l'oreille à un sourd, il n'entendait pas mieux pour entendre. Il y a des phrases comme ça. J'ai ouï dire qu'il y a des choses qui rentrent par une oreille et qui sortent par l'autre. Moi, je n'ai jamais rien vu rentrer par l'oreille, et encore moins en sortir. Si, en littérature. Dans Rabelais, on peut lire que Gargamel a mis au monde Gargantua par l'oreille gauche. Ce qui sous-entend que par l'oreille droite, il devait se passer des choses. Des cris et des chuchotements, à vous faire dresser l'oreille. Alors on me dit, monsieur, quand on dit qu'il y a des choses qui rentrent par une oreille et qui sortent par l'autre, ce ne sont pas des choses vues, ce sont des choses entendues. J'entends bien. N'empêche que quand un son vous rentre dans l'oreille, il faut qu'il est entré, il n'en sort plus. Quand un air vous rentre dans le pavillon de l'oreille, une fois entré, il ne peut plus sortir. Tenez, je prends un air au hasard, un air qui me passe par la tête. Viens dans mon joli pavillon. Vous avez reconnu? La veuve joyeuse. Viens dans mon joli pavillon. Eh bien cet air,
une fois qu'il est entré dans l'oreille. Viens dans mon joli pavillon, ça devient une rengaine. Viens dans mon joli pavillon. Une rengaine, c'est quand un air commence par vous rentrer dans l'oreille. Viens dans mon joli pavillon. Et là, vous sortiez par les yeux. François, tu sens pas ça. Ah non. Attends, viens, public. Si, Non. nous on veut. Non. Plus tard. Dans la soirée. Ah ouais, c'en était une autre. D'ailleurs, quand je regarde la salle, il n'y a pas de peau de vache, il n'y a que des jolies fleurs. Alors on va la chanter. Jamais sur terre il n'y eut d'amour plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire que je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache. Oui, il y a une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous met à le bout du cœur. Le ciel avait pourvu de mille lapins qui vous font prendre feu des cons ni touche. On avait tant que je ne savais pas, ne savais plus où donner de la bouche. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre. Mais pour l'amour on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle, qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs en me laissant à la main mal funeste. Toutes les herbes de la Saint-Jean n'ont pas pu me guérir de cette peste. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle, qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Je lui en ai bien voulu mettre à présent, j'ai plus de rancune et mon cœur lui pardonne d'avoir mis mon âme à feu et à sang pour qu'il ne puisse plus servir à personne. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache et qui vous mène par le bout du cœur. Qu'est-ce que tu en penses? C'était pas prévu au programme, mais si je m'adressais à toutes les jolies fleurs qui sont ici, oui. Mais uniquement à elles. C'est d'accord, mesdames, mesdemoiselles? Je vais vous faire découvrir quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce qu'il n'y a pas que De Vos qui a joué avec les mots. Bien avant lui, Gabriel Charles de Lattaignant, ça vous dit rien? 1697-1779. On est trop jeunes. Nous n'étions pas nés. Il y en a peut-être qui l'ont connu. Nous n'étions pas nés, comme le poisson. Le poisson pané, bien sûr, pardon. Alors, Gabriel Charles de Lattaignant était le 8e enfant d'une famille aristocratique de Paris. Et vous savez qu'à cette époque, donc 1797, à cette époque, le dernier garçon d'une famille devait être curé. Il devait se faire prêtre. Et son frère aîné le lui avait rappelé. « Je suis l'aîné, tu seras abbé. » Alors on mit Gabriel Charles au séminaire. Le petit, le grand. Mais pendant sa formation, il n'a pas montré une vocation très affirmée. Ce qui fait qu'à la sortie du séminaire, au lieu d'être vicaire dans une paroisse, il était chansonnier dans les cabarets parisiens. Il passait ses nuits dans les cabarets parisiens. Et qui plus est,
il avait un certain penchant pour la gente féminine. Il a écrit des poèmes galants. Il a même failli épouser une jeune fille de 16 ans. Et puis, il a réintégré la Sainte Église de Dieu, il a même été nommé chanoine, il fut secrétaire de l'évêque de Reims, et il a été enterré religieusement en 1779 à Paris. Mais cette partie de la vie, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, mesdames, c'est le moment où il était chansonnier, le moment où il écrivait des poèmes galants. Alors, permettez que je vous livre un de ces poèmes. Vous l'avez sûrement lu quelque part, peut-être sur Internet. C'est le mot et la chose. Alors, je m'adresse uniquement aux dames, hein. Les messieurs, vous n'écoutez pas. Ou que d'une oreille. Et encore. Madame, quel est votre mot? Et sur le mot, et sur la chose. On vous a dit souvent le mot. On vous a fait souvent la chose. Ainsi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot. Et sur le mot et sur la chose. J'avouerai que j'aime le mot. J'avouerai que j'aime la chose. Mais c'est la chose avec le mot. C'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient peu de choses. Je crois pouvoir, en faveur du mot, ajouter quelque chose. Une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose. C'est qu'on peut encore dire le mot, alors qu'on ne fait plus la chose. Et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est toujours quelque chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose. Et qu'il ne faut ajouter au mot qu'autant que l'on peut quelque chose. Et pour le jour où le mot sera seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, je crois qu'avec le mot, vous voyez tout autre chose. Vous dites si gaiement le mot, vous méritez si bien la chose que pour vous, la chose et le mot doivent être la même chose. Vous n'avez pas dit le mot qu'on est déjà prêt à la chose. Aussi, quand je vous dis que le mot doit être mis avant la chose, il faut me croire en ce mot, bien peu connaisseur en la chose. Voici enfin mon dernier mot, et sur le mot et sur la chose. Madame, passez-moi le mot, et je vous passerai la chose. Georges Brassens avait écrit un certain nombre de textes, mais il a aussi mis en musique des textes des autres. Je vais vous en offrir deux ici. Premièrement, Les Passantes, qui est un poème d'Antoine Paul. Ce poète était complètement inconnu, et Brassens l'a découvert un jour en achetant un bouquin au marché aux Puces à côté de chez lui. Et c'est Antoine Paul, et ce poème qui est fait tout à fait écho avec ce que Bernard vient de nous dire, rend hommage à toutes les femmes qu'on a pu rencontrer. Les Passantes. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et on ne retrouve jamais, à celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette comme on demeure épanoui. À la compagne de voyage, dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À la fine et souple valseuse qui vous sembla triste et nerveuse par une nuit de carnaval, qui est pour lui rester inconnu et qui n'est jamais revenu, tournoyé dans un autre bal. À celles qui sont déjà prises et qui vivent en des heures grises, près d'un être trop différent, aux inutiles folies, laissez voir la mélancolie d'un
avenir désespérons. Chères images aperçues, espérons-ce d'un jour dessus, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Et s'il en a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus. Aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Alors Brassens disait toujours à De Vos, tu leur diras que je suis un humoriste, parce qu'il était quand même humour dans la vie de tous les jours. Il aurait aimé être humoriste, il aurait aimé jouer de la trompette, enfin il aurait aimé faire un tas de choses. Quelques jours avant sa mort, à Saint-Gély-du-Fesque, où il était chez un ami médecin, et c'est sa femme infirmière qui lui faisait des piqûres, et sur l'air des passantes, il a composé son ultime couplet un peu ironique, que je vais vous livrer ici. J'ai le plaisir de vous livrer aujourd'hui la dernière composition de Brassens. Alors, écoutez bien. À la bonne et brave infirmière, qui le font nimber de lumière, vous dans sa seringue et dit viens. Mais que l'on repousse ironique, en criant fou le camp monique, pique-nous le cul de nos chiens. L'ultime couplet de Tonton Georges. Alors, il avait aussi mis en musique le poème d'Aragon, Il n'y a pas d'amour heureux. Et Aragon lui en avait voulu quand, quelques années plus tard, il a mis en musique la prière sur le même air. Et ils sont restés un petit peu en froid pendant quelques temps, mais comme c'était deux types relativement intelligents, la brouille n'a pas duré longtemps. Mais Aragon avait voulu un peu à Brassens qu'il utilise pour la prière la même mélodie que Il n'y a pas d'amour heureux. Donc, il n'y a pas d'amour heureux. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras son ombre et celle d'une croix, et quand il veut serrer son bonheur, il le voit, sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever le matin? Qu'on retrouve au soir des armées incertains, dites, c'est mon ma vie, et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer, répétant après moi ces mots que j'ai tressés, qui, pour tes grands yeux, tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard, que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson, ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
bonsoir mesdames, bonsoir mesdames, bonsoir mes... Cher public, je vais commencer par vous raconter une fort jolie, un très beau poème de Victor Hugo, l'un de nos plus grands poètes rhétoriques, le plus célèbre auteur de l'art d'être en guerre, de naître en paix. Je vous demande pardon, mais je me sens trop troublé. Trop, ça m'arrive chaque fois que je sens du monde m'envoie, devant moi, tout autour de moi, tout autour, et même derrière moi. Je vous assure, je ne sais plus comment faire. On m'a dit, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut voir un docteur. Mais un bon docteur. J'en ai vu 20 spécialistes. Espèce de psychologue. Ils ont tous été d'accord, tous les 20, d'abord que c'était 100 € et qu'il fallait que je me domine. Ils m'ont dit, tous les 20, répétez-vous 3 fois par jour que vous vaincrez. Vaincons. Rien du tout. Si, sur le moment, ça me soulageait. Mais ça, après, si vous saviez ce que ça peut m'handipaquer dans la vie, m'empoisonner dans la vie, c'est toujours quand je suis un tournant sédisif, là, il faudrait que je sois brillant et beau parleur, beau largement, et éloquent, quoi. Quand il faut dire le mot qui touche, vous ne croyez pas que c'est ce qui m'a fait rater mon second mariage? Et pourtant, on s'entendait bien, je vous assure. On avait les mecs mous. Les mecs, en fait, c'était bien parce qu'elle était sourde et elle était sûre de moi. Et comme j'étais sûr d'elle, enfin pour moi c'était la sécurité morale, la sécurité et le bonheur. Et un jour, sa famille, très riche, m'invite à déjeuner chez eux. En face de Lazare, en face de la gare, rue Pasquier. J'arrive à midi, à 1h, j'étais un petit peu en retard. Et j'avais mis le magnifique smoking d'un ami dont j'avais la taille, et je tenais à la main un très beau bouquet pour la mère de ma fiancée. Et Bassine, elle s'appelait Sabine, pardon. Sabine Muffard. Donc Sabine me présente à ses parents, monsieur et madame de la Tour. Oui, parce que sa mère, une fois veuve, s'était remariée avec un monsieur de la Tour, mais Sabine, elle, était née Muffard. Enfin bref, après les apéritifs, moi j'avais pris un Ricard. On pâte à sable. Enfin, on se tasse à table. Oh, je vous passe les hors d'œuvre. Oh si, il y avait du homard. Du homard à la Méquirène. Du homard à la russe. Et du veau. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore le dos. J'adore le veau. D'ailleurs, qu'il soit rôti ou patopi, ratopi ou pas, j'adore le veau. Et les vins tous du cul. Du cru. Vous pensez des marchands de veau en grain, de vin en gros. Je ne vous en dis pas plus, si bien Coca-Cola, café et pouf cassé pour liqueur. Un doigt pour moi, ça me fait parler sans m'arrêter. Je me sentais en pleine forme, audacieux même. Et voyant pas ses parents amis au puçoir, voyant passer ses parents et amis au cigare, je me dis, c'est au boudoir que... Et je prends ma bassine par le bras, ma Sabine, donc j'emmène Sabine au boudoir. Vous me faites tromper maintenant. Et là, au lieu d'un divan, il n'y avait qu'un fauteuil. J'hésitais. Et puis finalement, j'ai pris ma bassine sur les genoux. Ma Sabine sur les genoux. Ah, je la revois toujours avec son petit jupon en dentelle et ses bas d'une finesse. Alors tout ce temps laissant ma main sur ses genoux, de peur qu'elle ne tombe,
Dans ces cas-là, il faut savoir saisir l'occasion par les cheveux. Je glisse dans ses cheveux, dans l'occasion, dans son oreille, les mots d'amour que j'avais préparés et qui font toujours plaisir. D'abord que sa mère me plaisait et qu'elle s'était montrée pour moi vraiment métable, vraiment aimable. Et puis quel bonheur d'être avec vous, seuls, tous les deux dans la fesse du pion. La pièce du fond. Elle s'était relevée. Et déjà là, j'avais senti qu'elle n'était plus celle qu'elle était à l'instant d'avant. Et elle me lance d'un air bizarre. Dites-moi ce qui vous plairait le plus ce soir de nos noces. Oh ben, elle doit vouloir parler du menu. Parce que j'avais remarqué qu'elle aussi aimait le veau. Alors je lui dis, Sabine, après les entrées, on pourrait faire... Et là, au lieu de lui dire une escalope à la salade, j'ai parlé d'escalade. Ah là 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 là, c'est... Et je me suis retrouvé sur le trottoir, je ne sais comment, avec mon bougeoir, mon bouquet, un superbe bouquet de soucis. Ça durera plus longtemps, m'avait dit la fleuriste. Elle ne croyait pas si bien dire. Vous savez, moi, mon dada, à moi, c'est la cuisine. La cuisine, et surtout la pâtisserie. Surtout enfin, les gâteaux. C'est pas pour moi, j'en mange pas, parce que sinon ça fait grossier. Non, c'est pour le plaisir d'en faire ou d'en offrir. Par exemple, quand je fais des crêpes, attendez, c'est une découverte que j'ai faite à la dernière foire à la foire à la foire au pain d'épices. Vous avez certainement marché sur la marchande. Remarquez la marchande, elle est juste au coin. Elle fait des gaufres. Elle aurait aussi bien pu faire des bégayes hollandais, des bégayes des hollandais. Là, pourquoi pas? Ben non, elle fait des gaufres. Bref, je passe, elle m'en gaufre, elle m'en offre. Je lui dis non, merci à cause du sucre. Vous savez, le sucre s'écroule, le sucre se moule, on est tout blanc. Surtout toi, me dit ma femme, avec ton impliqué les gaufrettes. Elle est gentille. Oh, me répond la marchande. Comme elle ne pouvait pas quitter son moule, ses gaufres, elle n'a pas voulu que je m'en aille sans emmener sa serette, une délicieuse serette, recette, bien sûr, dont je vais vous faire profiter à mon tour. Profiter à mon tour. C'est la recette des Milakesni, c'est la recette des Galesni, c'est une spécialité polonaise. C'est ça l'inédit. C'est des crêpes à la filancure. Des crêpes à la filancure. Moi, je mets du chocolat et c'est aussi bon. On va s'embêter à mettre autre chose. Alors, si vous voulez essayer, c'est très simple. Retenez 300 g de raffine, de farine, 3 œufs, 3 quarts de litre d'eau, 3 cuillères à bourre de chandou, 3 cuillères à bourre ou de l'huile. Il n'y a même pas à faire fondre le... C'est toujours ça de gagner. Alors, je défais ma raffine, je défais ma Marilyn. Marilyn Monroe, non, on peut penser. Je la déloie pot à pot dans de l'eau. Pot à pot dans du lait, d'ailleurs, c'est meilleur. Et je les mange. Déjà? Ah non, je mélange jusqu'à l'épaisseur de pâte à tire, de pâte assez liquide. Alors, quand la poêle est chaude, naturellement, je l'ai mise à chauffer sur le poêle, sur le gaz si vous avez l'électricité. Une cuillère à garoute de pâte, une cuillère à garoute une petite louche ordinaire. C'est d'une manière de vous leur faire des crêpes toujours 3 fois trop fesses. Pensez, les crêpes, c'est une dentelle, c'est du Bruges. Alors, le moment venu, c'est rien du tout. D'un coup sec, du poignet, vous lancez la poêle, vous lâchez la crêpe. Je vous donne la technique d'un seul coup. Hein, alors, vous lancez les deux, vous lâchez l'une, il faut de la place. Non, parce que quand je fais des crêpes, ma femme me laisse toute la cuisine. Elle me dit, avec toi, on ne connaît pas les points de chute. C'est parce qu'une fois, je l'avais laissé tomber. La crêpe, pas ma femme. Alors, comme elle n'était pas cassée, je l'ai remise bien à poil, ma femme, la crêpe, dans le plat. Alors, quand les crêpes sont finies, vous les mettez dans un moule rond, comme quand elles sont bien réussies. Et vous arrosez de marmerdelle, de purée de fruits, puisque c'est ça le but de la recette. Oui, c'est à la portée d'un enfant. Et j'oubliais, vous pouvez semer à ce moment quelques récoltes de sorinte.
quelques réseaux de corin, oui, ou des fruits confits, mais elle leur a fait très fin, arrachés très très fin. Vous voyez, c'est à la portée d'un enfant. Et vous faites cuire l'enfant au four, lentement au four. Au moment de servir, vous pouvez ajouter un saut de puce, un peu de sauce, et c'est tout. Alors retenez bien dedans, c'est des méga-gasnis, des galets, vous le trouverez dans n'importe quel livre de bonne cuisine, hein, à la lettre S, non, C, c'est caca, c'est cusulant, vous vous empêcherez les chachines. Alors, ces textes de bafouillage étaient de Pierre Rep. Pierre Rep, 1909-1986. C'était un acteur, un comédien, mais qui a eu plutôt des seconds rôles. C'était pas un jeune premier. Et on l'a surtout connu, justement, quand il passait chez Guy Lux ou chez l'éternel Drucker et qu'il faisait ses sketchs de bafouillage. Il s'appelait d'ailleurs Pierre Bouclé, il avait les cheveux tout bouclés. Et moi, j'ai commencé à apprendre ces sketchs il y a à peu près 60 ans. J'étais en classe de seconde, vous voyez. Et je les sais toujours, c'est extraordinaire ce truc-là. Mais Pierre Rep, ce n'était pas uniquement un bafouilleur. Il a aussi écrit des poèmes. Permettez que je vous en livre un qui est bien adapté au temps que nous vivons actuellement. Mais peut-être à tous les temps d'ailleurs. C'est le rêve. Le plus beau rêve que j'ai fait, était-ce un rêve ou un souhait? Parce qu'une seconde, j'y avais cru. Ça y était, je ne bafouillais plus. Mes syllabes ne se mélangeaient pas. Tous mes mots étaient à l'endroit. Il n'est donc pas de mots sans remède, m'écriai-je comme Archimède. Et au monde, malade, je criais, il y a un remède, solidarité, vaincu, vainqueur, c'est toujours vain. Ah, si le bonheur c'était main dans la main. Mais les grands me disaient, pauvre petit, tu bafouilles. Quoi? Je badouille encore? Le bonheur, répète-le sans cesse. C'est affaire de pèse. C'est affaire de pèse. C'est affaire de fesses. Ah si je bafouille. C'est affaire de pèse, pauvre andouille. Mais le ciel, soudain, me vengeait. Comme il continuait à phraser, c'est eux maintenant qui bafouillaient. Et au lieu de crier, il faut faire la guerre, ils disaient, il faut bien la faire. Trouvant qu'ils avaient bien raison, tout le monde rentra à sa maison. Devant ma maison, y a un pain terrible dont la grosse branche pourrait bien tomber sous mon pauvre toit. Quelle belle cible, cette branche-là, je vais la couper. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme, je la couperai dès après-demain. Et si je ne peux pas la couper moi-même, je demanderai à l'ami Tonin qu'il la coupera aussi bien lui-même. Ce n'est pas pour soi, feignant par ici, mais il fait si chaud dans notre midi. J'ai de beaux lapins, des lapins superbes, mais ils ont toujours envie de manger. Il faut sans arrêt leur couper de l'herbe, et je devrais bien les ramasser. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ces sacrés lapins me donnent la flemme, je n'en ramasserai peut-être après-demain. Et si je ne peux pas en couper moi-même, ben
toucherai ton beau lapin, qui la coupera aussi bien le même. Ce n'est pas le soif, mais non pas ici, mais la terre est basse dans notre vie. Le soir de mes noces avec Thérèse, quand on s'est trouvés tout déshabillés, en sentant frémir son beau corps de braise, je me suis pensé, je vais l'embrasser. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, moi les émotions, Boudiou, ça me rend tout blême. Je demanderai à l'ami Tonin, qui pourra très bien l'embrasser lui-même, mais soudain ça m'a pris au petit matin. On est déchaînés chez nous quand on aime. Et les mois après, j'avais 3 petits. Nous sommes les rois dans notre délire. La, 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 la. Papa, la, la, la. Papa, la, la, la. Papa, la, la, la. Pourquoi il y a ça? Parce que Brassens adorait chanter les chansons de sa jeunesse, c'est pour ça qu'on en a mis une dans ce tour de chant. Et c'est vrai qu'avec François, nous avons aussi 3 enfants. Pas tous les deux, bien sûr, chacun avec nos épouses respectives. Mais par contre, vous avez remarqué qu'on a une certaine complicité naturelle. Alors, ça vient d'un fait particulier. C'est que pendant des mois et des mois, on a eu tous les deux la même maîtresse. D'école. Oui, vous voyez peut-être qu'il y avait l'esprit mal tourné, qu'il avait pensé... Donc on était à l'école maternelle, à l'école primaire ensemble, on a aussi fait du scoutisme, etc. Et puis la vie a fait que chacun est parti de son côté. Et puis 50 ans plus tard, si on se voyait peut-être parfois à la Toussaint, 50 ans plus tard, on se retrouve et on s'est dit, tiens, si on montait quelque chose. Alors d'abord c'était pour rendre hommage à nos 2 papas respectifs qui, eux aussi, étaient très complices dans la vie. Et puis on s'est dit, tiens, il y a peut-être des artistes passés qui s'entendaient bien, qui étaient complices. Et c'est vrai que Brassens et De Vos étaient très complices. Donc c'est pour ça que nous avons pu monter ce spectacle qu'ils auraient sûrement bien aimé faire tous les deux. Mais en l'hommage à notre maîtresse, Janine, tu vas peut-être nous interpréter une chanson de Brassens, non? C'était pas la maîtresse Une chanson de Brassens, la maîtresse d'école. Alors, cette chanson de Brassens, disons qu'elle fait partie des chansons que Brassens n'a jamais chantées. Parce qu'à sa mort, Jean Berthollat a trouvé un certain nombre de partitions écrites par Brassens, des musiques, et puis des textes. Et il a essayé de faire coller les textes aux musiques. Alors il avait peut-être quelques notes de Tonton Georges. Alors Brassens, il faut savoir que lui à l'école, ça n'a jamais été sur sa tasse de thé. Il dit lors d'une interview, j'ai eu une enfance heureuse, mais gâchée par l'école. Parce que ma mère était sévère et exigeait de moi que des bonnes notes. Ça m'embêtait de ne pas lui faire plaisir, mais en égoïste, je préférais lui déplaire et ne rien faire. Alors il n'a pas rien fait parce qu'il nous a laissé quand même un superbe héritage, et voici la maîtresse d'école. À l'école nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut nous le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, Avant de nous étions tous des paresseux, des lèvres et des cancres, des crétins crasseux, entrayant exclusivement que pour nous. Les marchands bonnets d'âne étaient sur les genoux, La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser pour de bon, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin.
Vite alors, quelque chose changea, l'école buissonnière n'eut plus jamais un chat. Les pauvres marchands de bonnets d'âne craquent, quand eurent tout à coup la faillite, le crack, la faillite, le crack. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellents ex-échos, d'excellents ex-échos. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à 1h01 la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie de l'école embêtie de son beau palmarès. On chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le contrôleur fit sa réapparition, le fort antenne redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco! Nous étions tous derniers de la classe ex-écho, de la classe ex-écho. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut tout le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Et c'est vrai que notre maîtresse commune nous apprenait aussi le vocabulaire. Par exemple, elle nous disait qu'il y a des mots qui ont parfois plusieurs sens différents. Par exemple, le mot patin, il l'a employé tout à l'heure. Le patin, c'est la pièce de tissu sur laquelle on pose le pied pour préserver le parquet. Prends le patin! Il y a le patin à glace ou à roulette, qui amène souvent la bûche. Et puis il y a le patin qu'on roule, qui amène au bouche à bouche. Quoique, le patin à glace, après quelques bûches, puisse nécessiter un bouche à bouche. Mais on ne peut rouler un patin qu'à une personne, alors que pour rouler un patin, il en faut deux. Mais on peut filer un patin à une personne. On peut filer un patin à une patineuse, qui en demandera un deuxième pour pouvoir patiner. Et puis si on n'a pas de patin, on peut rouler une pelle. Mais on peut prendre une pelle en chaussant ses patins. Ça, c'est du vocabulaire. Mais Jeannie nous apprenait aussi la conjugaison des verbes. Parce que vous savez, il y a des verbes qui se conjuguent très irrégulièrement. Par exemple, le verbe ouïr. Le verbe ouïr. Au présent, ça fait joie. Joie. Si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux, alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. À ce moment-là, il faudrait que je dise Dieu, ce que je vois est triste. Joie. Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois. Il oie. Nous oyons. Vous oyez. Ils oient. C'est bête. Loi, oie. Elle oie, loi. Ce que nous oyons, loi-t-elle? Si au lieu de dire oreille, je dis ouïe. L'ouïe de loi à oui. Et pour peu que loi appartienne à l'ouïe, l'ouïe de loi de Louis à oui. Ah mais qu'à oui, l'ouïe de loi de Louis. L'ouïe de loi de Louis à oui, ce que tout toi wa. Mais quoi tout toi? Tout toi wa. Quand mon chien aboie, le soir au fond des bois, tout toi wa. Quelle loi, loi. Au passé, ça fait jouis, jouis. Il n'y a vraiment pas de quoi. Lorsque j'ai connu François, il était souffleur dans un théâtre. C'est-à-dire qu'il soufflait le texte aux comédiens lorsqu'ils avaient un trou de mémoire. À l'époque, dans tous les théâtres, sur l'avant-scène, il y avait ce qui s'appelait le trou du souffleur. Donc c'était un trou surmonté d'une petite capote. Il était dans le trou, François, et il soufflait le texte.
Et puis un jour, et moi, j'étais sur scène. Et j'interprétais un numéro de mime. Bien besoin de souffleur. Je mimais la marche contre le vent. Un fort vent debout. Et puis un jour, le souffleur a eu un trou. Il a eu une défaillance. Il ne soufflait plus. Alors je lui ai soufflé. Soufflez, soufflez dans la salle. Du vent, du vent. Alors je dis, mesdames et messieurs, le souffleur est sorti prendre l'air. Parce qu'il était à bout de souffle. Alors la salle, oh. J'ai dit, écoutez, si vous voulez que je continue à faire mon numéro de mime, c'est vous qui allez souffler. Donc la salle a soufflé, et j'ai pu continuer ce numéro de mime extraordinaire, la marche contre le vent. Mais aujourd'hui, le souffleur, il joue de la guitare et il chante du Brassens, tu parles? Il souffle plus, et puis il n'y a plus le trou du souffleur. Alors mesdames et messieurs, si vous voulez que je fasse cet excellent numéro de mime, c'est vous qui allez souffler. Je compte sur vous. Oui, À 3. oui, 1, vous soufflez, hein? oui, 2, vous soufflez fort. Oui. 3, allez-y. Ah, pas si fort, pas si fort. Vous pouvez vous applaudir. Vous êtes extraordinaire. Bravo. Après toutes ces émotions, Bernard, je crois que... Allez, bonne idée. C'est vrai que... Ah oui, oui, remplis bien, là. il n'y en aura pas pour tout le monde. on voit bien. Allez, à votre santé. Hein. Merci. C'est vrai que... Allez. Bon. Nous, on a eu la chance avec François d'être nés dans la même commune, mais De Vos et Brassens étaient nés à des lieux-lumière, parce que De Vos est né à Moucron, en Belgique, le 9 novembre 1922. Et Brassens, lui... Il est né à 7, complètement au sud. Il n'est pas mauvais. Et c'est vrai que là aussi, tous les deux, manifestement, ils ne pouvaient pas se rencontrer comme ça, parce que De Vos est né dans une famille bourgeoise. Son père, Louis, était industriel dans le textile. Et tandis que Brassens, son père était simplement maçon. Hein. Oui. Et De Vos avait 6 frères et sœurs. Donc sa maman Agnès s'occupait des 7 enfants. Brassens, je crois, De Vos, pardon, était le 3e enfant. Mais par contre, dans cette famille, on faisait beaucoup de musique. Son père était organiste, sa maman était violoniste, elle jouait aussi de la mandoline, et il avait un oncle qui était clarinettiste. Donc très vite, il a eu de la musique dans la tête. Brassens aussi, il a eu la musique dans la tête parce que il adorait écouter Trenet, compagnie à la radio, parce que sa mère était fan de musique. Et elle achetait ce qu'on appelait à l'époque les petits formats sur lesquels il n'y avait pas de MP4 à l'époque, hein, ni quoi que ce soit, donc c'était comme ça que ça marchait. Oui, mais tu vois, il y a des familles même qui étaient bien aisées, et puis il arrive des malheurs, parce que le père de Vos, Louis de Vos, a fait faillite. Il était ruiné, et il a fallu sortir Raymond de l'école privée où il était, c'était au Sacré-Cœur à Tourcoing, à 13 ans et demi. Donc il avait son certificat d'études, et on l'a mis au travail, donc il a commencé à travailler, à faire des petits boulots, à l'âge de 13 ans, 14 ans. Donc comme quoi, hein, la vie fait que les choses... Brassens, il n'aimait pas trop l'école non plus, et puis il avait fait des petits larcins, c'est pour ça qu'on l'avait envoyé à Paris. Mais une fois qu'il est arrivé à Paris, il a quand même eu une belle carrière. Et oui, et comme le père de Vos, Louis, il a travaillé à Paris aussi comme comptable. Après être industriel, il est devenu comptable pour gagner sa vie. Donc Raymond de Vos s'est retrouvé à Paris. Et avec Brassens, ils se sont rencontrés chez Patachou. Oui, c'est ça. Chez Patachou. Et alors, Brassens était plus connu que De Vos au début. Et donc, De Vos faisait la première partie et Brassens faisait la deuxième partie. Mais Brassens était toujours présent à la première partie de De Vos, et De Vos restait à la partie de Brassens. Et si par malheur, il avait un impératif, il fallait qu'il parte, alors Brassens lui faisait la tête, hein. Il n'était pas content. Et puis après, ben, ils ont mené leur carrière qu'on connaît, évidemment. De Vos, lui, c'était l'artiste complet. Il jouait bien sûr avec les mots, mais il jonglait avec des balles, il jouait de la musique.
Notamment, il nous a fait découvrir des instruments un petit peu hors du commun, l'ocarina, la scie musicale. Ah ben quand tu parles de scie musicale, Brassens, lui, il adorait bricoler, et il avait même fait une chanson sur le bricoleur qu'il avait proposé à Patachou. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui picole, non, qui bricole. Oui, oui. Et De Vos arrivait même à esquisser quelques pas de danse, mais c'est vrai que son embonpoint ne lui permettait pas de faire un tripexel. Oui, d'ailleurs, Brassens, qui avait un gros sens d'humour, il y a Brassens qui pouvait se permettre de dire ça à De Vos. Quand il rencontrait De Vos, il lui tapait sur le ventre et il disait « Dire que tout ça va pourrir un jour. » Et il disait à De Vos, tu leur dis que j'ai de l'humour, que je suis un humoriste. Mais c'est vrai qu'il avait de l'humour parce qu'ils mangeaient souvent ensemble, ils allaient chez De Vos. De Vos avait un grand appartement et donc il dit, j'avais remarqué que Georges, il n'aimait pas trop les grands repas, etc. C'était un homme sandwich. Il aimait les sandwichs au saucisson. Alors quand il venait, j'achetais tout un tas de saucissons pour qu'il puisse déguster. Et puis un jour, j'avais acheté de l'andouille. Je lui ai dit, tiens, parce qu'il n'en mange pas de l'andouille, on va voir ce qu'il va dire. Et effectivement, ils ont mangé, etc., les saucissons. Et Brassens n'a pas mangé d'andouille. Alors il lui dit, Georges, pourquoi tu ne goûtes pas de l'andouille? Oh, il dit, ça allait faire rire toute la charcuterie. Mais je crois qu'ils auraient aimé, effectivement, tous les deux, faire un spectacle comme ça, où ils pouvaient à la fois mêler leurs chansons et leurs textes, donc à leur mémoire. Allez, on trinque à leur santé. Voilà. Et à la vôtre. Oui, parce que tu m'avais dit que Brassens, il avait fait une chanson sur le vin. Ah si, elle est géniale. Ah. D'ailleurs, cette chanson sur le vin, que ce soit la musique ou les paroles, on voit le type qui titube. Allez, à la tienne, Bernard. C'est vrai qu'il m'en reste encore un peu. Oui. Ouais, ça fera pour le prochain spectacle. Alors, puisqu'on vous offre le vin de Brassens, hein, puisqu'on n'a pas pu vous offrir celui-ci. Toujours un petit souci technique. Bon, ça va, c'est bon. Avant de chanter ma vie à faire des harengs, mon gueule, dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Mon gueule, je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre ressort pauvre. On compte que j'eus la tête et au jus d'octobre. Mes parents ont dû trouver au pied d'une souche, et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins loups. Couche, en guise de sang, oh noblesse sans pareil. Pour mon cœur, la chaude liqueur, la treuille. Quand on est un sage et qu'on a du sawawa, on se carrait vu, en cas de soif, une poire. Une poire ou deux, mais en forme de combat. Au ventre plein, rempli du bon lait de l'automne. Jadis aux enfers, comme il a souffert scandale. Quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste, mais combien dire que l'être de pain, c'est encore un fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui t'arrache. Qu'elle donne du pain, j'irai traire enfin les pas. Hache, que vienne le temps du vin, on la scène. Les gens par milliers courront y noyer leur peine. Mesdames et messieurs, avez-vous remarqué qu'à table, les mets que l'on vous sert vous mettent les mots à la bouche?
J'en ai fait l'observation un jour où je dînais seul. À la table voisine, il y avait 2 convives qui mangeaient des steaks hachés. Et tout en mangeant, ils alimentaient la conversation. Lorsque l'un mangeait, l'autre parlait, et inversement. L'alternance était respectée. Et puis, les mots appelant les mets appelant les mots, ils se sont mis à parler et à manger en même temps. « Mon steak est trop haché », disait l'un. « Le mien n'est pas assez haché à mon goût », disait l'autre. Et les mots qui sortaient se heurtaient aux mets qui voulaient entrer. Ils se télescopaient. Au début, ils mâchaient leurs mots et ils articulaient leurs mets. Très vite, la conversation a tourné au vinaigre. Et à la fin, après avoir ravalé leurs mots et bu leurs propres paroles, il ne restait plus que des éclats de voix digestive et des mots d'estomac. Ils se mirent à ventriloquer. C'est à celui qui aurait le dernier rot. Et puis l'un d'eux s'est penché vers moi et m'a dit « Monsieur, on n'écrit pas la bouche pleine. Depuis, je n'arrête pas de ruminer mes textes. Oh, je sais, vous vous dites, il a écrit un sketch alimentaire, un sketch haché. Et alors, il faut bien que tout le monde mange. » Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, mais je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Je ne pourrais pas vous dire laquelle, parce que je l'ai traversée en courant. Lorsque je suis entré, je marchais normalement, et puis quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme les autres, sans raison. À un moment, j'étais au coude à coude avec un monsieur. Quand je lui dis « Pourquoi ces gens-là courent-ils comme des fous ?» Il me dit « Parce qu'ils le sont. Vous êtes dans une ville de fous ici. Vous n'étiez pas au courant ?» Je lui dis « Si, des bruits ont couru. » « Ah, mais ils courent toujours ?» Il me dit « Qu'est-ce qui fait courir ces gens-là comme des fous ?» Il me dit « Tout. Certains courent au plus pressé, d'autres courent pour la gloire, celui-là court après les honneurs, celui-ci court à sa perte. » Je lui dis « Enfin, pourquoi court-il si vite ?» Mais il dit « C'est pour gagner du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Donc plus ils vont vite, plus ils en gagnent. Et où courent-ils? Ben, ils courent à la banque pour déposer leur argent sur un compte courant. Et ensuite, ils repartent en courant pour en gagner d'autres. J'ai dit, et le reste du temps? Ben, le reste du temps, ils font leurs courses en courant, au marché. J'ai dit, enfin, pourquoi font-ils leurs courses en courant? Mais il dit, parce qu'ils sont fous. J'ai dit, enfin, ils pourraient très bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. Ah, il me dit, ça se voit que vous ne les connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il la rate. J'en vois un là-bas qui marche. Ah, mais celui-ci, c'est un contestataire. Il en avait assez de courir, alors il a organisé une marche de protestation. Il n'a pas l'air d'être bien suivi. Si, seulement ceux qui le suivent courent. Donc il est vite dépassé. Je lui ai dit, bon, et vous, cher monsieur, qu'est-ce que vous faites dans cette ville de fous? Il me dit, moi j'expédie les affaires courantes. Parce qu'ici, comme ailleurs, les affaires ne marchent pas. Hein? Je lui ai dit, et où courez-vous? Eh bien, il dit, je cours à la banque. Ah, vous allez déposer votre argent? Il dit, non, moi je vais le retirer, parce que moi je ne suis pas fou. Je lui ai dit, mais enfin, si vous n'êtes pas fou, qu'est-ce que vous faites dans une ville où tout le monde l'est? Il dit, j'y gagne un argent fou. C'est moi le banquier. On dit parfois que j'extravague, que je délire, alors qu'il n'y a pas d'esprit plus cartésien que le mien. Mais je ne fais d'ailleurs que rapporter des faits que j'observe. Alors vous me direz, il y a observer et observer. Tout dépend le sens que l'on donne au mot « observer ». Par exemple, quand on demande aux gens d'observer le silence, au lieu de l'observer comme on observerait une éclipse de lune, par exemple, le silence, les gens l'écoutent, et tête baissée en plus. Quand le silence se fait, les gens le redoutent, ils le meublent. Quelqu'un dit, tiens, un ange passe, mais l'ange, il ne l'a pas vu passer.
S'il avait eu le courage, comme moi, de regarder le silence en face, l'ange, il l'aurait vu passer. Parce que moi, mesdames et messieurs, quand un ange passe, je le vois. Je suis le seul, mais je le vois. Alors, évidemment, je ne vais pas aller dire que je vois passer un ange, parce que ça laisserait planer un doute. Mais le doute, je le vois planer. Mais là aussi, je ne vais pas dire que je vois planer un doute, parce qu'aussitôt, il y aurait des questions. Votre doute, comment plane-t-il? Comme ça? Comment pouvez-vous identifier un doute qui plane avec certitude? Mais à ce nombre, l'ombre d'un doute, c'est connu. Donc, si le doute a une ombre, c'est que le doute existe. Et on peut compter le nombre de doutes au nombre d'ombres. S'il y a 100 ombres, il y a 100 doutes. Non mais, j'essaie de vous convaincre. Je vous donnerai bien ma parole, mais vous allez la mettre en doute. Et le doute, moi, je vais le voir planer. Le silence va se faire, quelqu'un va dire « Tiens, un ange passe ». Et il faudra tout recommencer. À propos d'ange, on me pose parfois des questions insidieuses. Votre ange, de quel sexe est-il? Alors là, je laisse planer un doute, parce que je n'en sais rien. D'où vient-il? Il vient de là-haut, du ciel. Et où va-t-il? Alors vous savez, l'ange est attiré par les lumières des projecteurs. Il s'y précipite. Et là, ébloui par la clarté, il se brûle les ailes et il choit. Et un ange qui a chu est déchu. Alors, mesdames et messieurs, à la mémoire de tous les anges qui sont tombés dans cette pièce, nous allons observer une minute de silence. Vous le voyez, le doute qui plane un peu? À propos de minute de silence, le 11 novembre dernier, j'étais sous l'Arc de Triomphe. Le président de la République était en train de ranimer la flamme du tombeau. Toute l'armée française était sur le pied de guerre, au repos. Tout à coup, à côté de moi, je vois un soldat qui ne m'était pas inconnu. Alors, profitant de la minute de silence, je lui dis, parce que pendant une minute de silence, on peut en dire des choses, hein, je lui dis, votre visage ne m'est pas inconnu. Il dit, ça m'étonnerait, ici personne ne me connaît. Même moi, je ne me connais pas. Je lui dis, vous faites bien partie d'un bataillon? Il dit, oui, mais j'y suis inconnu. Quoi? Vous êtes inconnu au bataillon? Ben, vous avez bien un nom? Il dit, oui, on m'appelle Hep. Hep? Mais Hep, c'est pas un nom. Ah non, mais ça, c'est un diminutif. Mon vrai nom, c'est Hep. Toi, là-bas. Oui, toi. La minute de silence se termine. Je relève la tête. Il avait disparu. Alors, je cherche un petit peu, puis je l'aperçois un peu plus loin là-bas. Alors, je lui crie, « Hé, toi là-bas, oui, toi !» Le président de la République se retourne, il dit, « Moi ?» Je lui dis, « Non, pas toi. » Je l'avais pas reconnu. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je m'aime, je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suivait notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suivait notre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive notre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un vol malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je hausse la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre.
Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en avais pas que l'on suivait notre route que. Non, les braves, j'en avais pas que l'on suivait notre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à le bout, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suivait notre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suivait notre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Bernard, veux-tu passer ce bout de bois? Lequel des deux bouts? Lequel des deux bouts? Moi, je ne vois qu'un bout de bois. Ah, mais tu t'exprimes mal. Parce qu'un bout, ça a toujours deux bouts. Donc, il faut dire les deux bouts d'un bois. Les deux bouts d'un bois, les deux bouts d'un bois. On ne sait pas s'il s'agit de bout de boudin ou de bout de bois. Non, François, si c'était du boudin, on dirait les deux bouts d'un boudin. Là, c'est du bois, on dit les deux bouts d'un bois. Alors, passe-moi ce bout de bois. Lâche l'autre bout. Ah, tu vois qu'il y a deux bouts. Tiens, comme ça, on aura chacun un bout. Ah non, on aura chacun deux bouts. Parce qu'un bout, ça a toujours deux bouts. C'est irréversible, ce truc-là. Hein, vous êtes d'accord? Oui. Ah, tu vois, ça... François, un bout, ça a toujours deux bouts. Je te prends un exemple. Tu prends un bout de truc. Bon bout de truc. Tu coupes le truc en deux, tu as toujours deux bouts à chaque bout de truc. Tu comprends ça? Oui, bouché, hein. François, je sais que t'aimes mieux le machin, toi. Tu prends un bout de machin, hein? C'est mieux que le truc, un bout de machin. Tu coupes le machin en deux, tu as toujours deux bouts à chaque bout de machin. Non? C'est terrible. Tu prends du fil téléphonique. Tu sais, autrefois, les téléphones étaient avec du fil. Aujourd'hui, les téléphones sans fil. Enfin, sont sans fil. Eh bien, tu prends du fil téléphonique, tu coupes le fil en deux, tu as toujours quelqu'un au bout du fil. Et tu peux prendre l'affaire par tous les bouts, ça sera toujours comme ça. Et Bernard, Oui. si ce soir, pour rentrer à Saint-Étienne, tu prends le train, là, à la gare de Montbrison, Oui. ça fera deux bouts en train. Surtout qu'il y a toujours la locomotive, elle va de ronde queue, il y a toujours deux bouts à chaque bout de train. Mais oui. Faites attention quand vous prenez le train. L'autre jour, figurez-vous que j'ai croisé un monsieur qui se prenait pour une valise. Ah, il y a des choses très curieuses dans les trains, dans les gares. Soyez attentifs. J'allais pour prendre le train, je monte dans le train, je rentre dans un compartiment, je vais pour mettre ma valise dans le filet, il y avait déjà quelqu'un. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, j'attends, monsieur. Je dis, mais vous attendez quoi? Il me dit que quelqu'un vienne me retirer. Je dis, vous êtes qui? Ah ben, il dit, je suis une valise. Je dis, attendez, vous vous sentez bien, vous, monsieur? Oui, il dit, comme une valise, avec des hauts et des bas. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes une valise? Il me dit, vous voyez bien, c'est mon côté cadre, je n'arrive pas à me recycler. Je lui dis, mais avant d'être une valise, vous étiez quelqu'un? Il me dit, oui, j'étais un voyageur sans bagage. Je lui dis, alors un jour j'en ai eu marre, j'ai fait la valise. Je lui dis, mais quel jour? Ben, le petit jour où ma femme a fait la malle. Je lui dis, il vous reste quelqu'un dans votre famille? Il dit, oui, j'ai une petite sœur. Oh ben, je lui dis, je pourrais peut-être la prévenir pour qu'elle vienne me chercher. Il dit, non, elle n'est pas assez grande. C'est une toute petite valise, il faut encore la tenir par la main. Je lui dis, qu'est-ce que vous trimballez alors vous? On me dit que des effets personnels. Je lui dis, vous n'êtes pas une valise. Vous n'êtes pas. Il faut vous ôter ça de l'esprit. Vous n'êtes pas une valise. Il me dit, oh, pourquoi? Ben, je lui dis, parce que vous n'avez pas d'étiquette. Oh, il dit, quel ballot je fais.
c'est bien de la fèvre. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Oui, c'est vrai, mais vous savez, il y a des choses curieuses parce que Raymond DeVos, à un moment, il voulait partir en vacances. Mais il avait dit, pendant les vacances, je ne fais rien. Je ne veux rien faire. Mais je ne sais pas où aller. Et puis, j'entendais, c'est quand les vacances? C'est quand les vacances? Tiens, je vais aller à Caen. Parce qu'à Caen, je n'ai rien à y faire. Alors, le temps de boucler ma valise, d'aller à la gare routière, et là, je demande au préposé, pour quand? Quelle heure? Il me dit, pour où? Je lui dis, pour quand? Il me dit, comment voulez-vous que je vous dise quand si vous ne me dites pas où? Mais je vous ai dit quand? Oui, mais vous ne m'avez pas dit où? Mais vous ne savez pas où est quand? Il me dit, si vous ne me le dites pas. Je dis, attendez, je vous demande l'horaire des autocars à destination de Caen. Oh, Caen, dans le Calvados. Oh, bah c'est vague. Caen, en Normandie. Enfin, vous débarquez. Ah oui, le débarquement en Normandie, oui. Ben, il faut prendre le car. Oui, mais à quelle heure? Ben, au car. Ah, le car est passé. Ben, vous l'avez raté. Ben, je peux prendre le suivant. Ben, le suivant, il part à 7. Oui, mais il va à Caen? Non, il va à 7. Je lui dis, je ne veux pas aller à 7, je veux aller à Caen. Il me dit, qu'est-ce que vous allez faire à Caen? Ben, rien, je ne veux rien faire à Caen. Bon alors, allez à 7. Mais je ne veux pas aller à 7. Qu'est-ce que je vais faire à 7? Ben, vous ne ferez rien. Ah ben, dans ces conditions, il part à quelle heure? À 19. Mais avec le chauffeur, ça fait plutôt 20. Ah, mais il est déjà 20. Ah ben, vous l'avez encore raté. Ben, il dit, si vous voulez, je peux vous arranger un truc parce que j'ai encore une place dans ma voiture, je peux vous emmener à 3. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 3? Ben, il dit, prendre le car. Mais pour où? Pour quand? Pour où? Pour quand? Oui, quand, je vous expliquais, je voulais passer des vacances, que je voulais rien faire. Il dit, monsieur, ne vous énervez pas, on va régler le problème. Il appelle la police, à 22, les flics étaient là, ils m'ont monté dans le car, et ils m'ont embarqué au poste, où j'ai passé la nuit. Voilà mes vacances. Et oui, tout ça pour introduire le parapluie. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait son parapluie. J'en avais un, prenez sans doute, le matin même un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, connaîtrez-nous? Elle m'a dit oui. Un petit coin, parapluie, contre un coin, paradis. Elle avait quelque chose d'un ange, un petit coin, paradis, contre un coin, parapluie. Je n'allais pas au change, parti. Chemin faisant, que ce fut tendre, nous ira deux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits, un petit coin, parapluie, contre un coin, paradis. Elle avait quelque chose d'un ange, petit coin, paradis, contre un coin, parapluie. Je ne perdais pas au change, Paris. Mais bêtement, même en orage, les routes de mon père est payé. Bientôt le sien fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite, partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin, parapluie, paradis. Elle avait quelque chose d'un ange, un petit coin, paradis, contre un coin, parapluie. Je ne perdais pas au champ, Paris.
Bernard, Oui. toi qui as un devosophile affirmé, ça y est, j'ai réussi à le dire. J'ai une question à te poser parce que De Vos aussi a composé des chansons. Il détient même un record. C'est le record de la chanson la plus courte déposée à la SACEM. Alors, je vais vous la chanter, hein, alors attention. Et puis, j'aurai quelques questions à poser à Bernard au sujet des paroles de cette chanson. Se coucher tard, nuit. Ah, c'est tout. La question que je me pose et que vous vous posez peut-être et qu'on peut poser à Bernard, c'est, dans ces paroles, est-ce que le fait de se coucher tard nuit à la santé, ou alors est-ce qu'on se couche tard parce qu'il fait nuit? Voilà la question. Un jour, en pleine nuit, mon médecin me téléphone. Il me dit, je ne vous réveille pas. Comme je dormais, je lui dis non. Il me dit, je viens de recevoir du laboratoire le résultat de nos 2 analyses. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En ce qui me concerne, tout va bien. Par contre, pour vous, c'est très, très inquiétant. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Vous avez un chromosome en plus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une case en moins. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous êtes un tueur né. Vous avez le virus du tueur. Il y en a que le virus du Covid, vous, c'est le virus du tueur. Le virus du tueur? Mais rassurez-vous, ça n'est pas dangereux pour vous. Par contre, ceux de votre entourage doivent se sentir visés. Je dis, mais je n'ai jamais tué personne. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver très vite. Vous avez une arme? Je dis, oui, j'ai un fusil à air comprimé. Alors, pas plus de 2 airs comprimés par jour. Et il raccroche. Alors, toute la nuit, j'ai cru entendre mon chromosome en plus tourner en rond dans ma case en moins. Et le lendemain, je me suis réveillé avec une envie de tuer, irrésistible. Il fallait que je tue quelqu'un. Mais qui tuer? Qui tuer? Pas qui tuer, toi qui cherches qui tuer. Ou bien dis-moi qui tuer, je te dirai qui tuer. Non, qui j'étais, je le savais. J'étais un tueur sensible, en 2 mots. Je n'avais personne à m'apporter, ma femme était sortie. On dit, tiens, je vais tuer le premier venu. Alors je mets mon fusil sur l'épaule et je sors. Et là, sur qui je tombe? Le hasard fait bien les choses. Sur le premier venu. Comme moi, il avait un chromosome en plus et il avait une arme sur l'épaule. Et il me dit, salut, toi, le premier venu. Alors je lui dis, bonjour, le premier venu. Il me dit, non, non, c'est moi qui t'ai vu en premier et de plus loin encore. Il me dit, si tu le permets, je te tutoie. Et toi, tu me dis tu. Je me suis dit, si je dis tu à ce tueur, il va me tuer. Je lui dis, nous pourrions peut-être nous épauler mutuellement, parce que nous sommes tous les 2 en situation de légitime défense. Il me dit, tu as raison, mettons-nous en joue. Mais stop! Nous allions commettre une irréparable bavure. Ce ne sont pas 2 hommes courageux comme nous, prêts à s'entretuer, qui sont les premiers venus. Oh, je sais, vous avez bien raison. Il faut en trouver un 3e. Et à ce moment-là, j'entends claquer 2 coups de feu. Pam, pam. Et je vois un monsieur courir avec un fusil sur l'épaule. Alors je lui crie, hé, vous cherchez à tuer le premier venu? Il me dit, non, le 3e, j'en ai déjà raté 2. Et à ce moment-là, je sens le canon d'une arme à feu s'enfoncer dans mon dos. Je me retourne, c'était mon médecin. Il me dit, je viens de vous empêcher de commettre un meurtre à ma place. Je lui dis, comment? Il dit, oui, j'ai eu le laboratoire. Ils se sont trompés. Ils ont inversé nos 2 analyses. Le chromosome en plus, c'est pour moi. Le virus du tueur, c'est pour moi. Je lui dis, docteur, vous n'allez pas tuer froidement un de vos patients? Oh, il me dit, ma patience a des limites. J'en ai assez de vous dire, ne vous laissez pas abattre. Il me dit, mais enfin, docteur, vous n'avez jamais tué personne. Il me dit, sans ordonnance, jamais.
Mais je vais commencer par vous en faire une. Devra-t-on un jour revisiter toute notre langue? C'est terrible. Je suis bien obligé de le reconnaître, je suis raciste. Et je m'en suis rendu compte en lançant ma lessive du jour. J'ai séparé le blanc des couleurs. Affligeant. Et dire que j'agis ainsi depuis des années. Et circonstance aggravante avec une lessive qui lave plus blanc que blanc. Pathétique. Alors, comme M. Jourdain, enfin dans un autre domaine, j'étais raciste sans le savoir. Alors ça me met d'une humeur noire. Et les choses ne vont pas aller à s'enrageant. Oh, bien sûr, je n'ai pas toujours été blanc comme neige. J'ai connu des périodes noires. Dans un précédent emploi, on m'avait laissé carte blanche. Résultat, j'ai monté une caisse noire. Quelque temps après, alors que j'étais connu comme le loup blanc, j'ai travaillé au noir. Évidemment, j'ai été découvert. Alors j'ai voulu montrer patte blanche, mais j'étais déjà sur liste noire. Et comme le disait le chanteur de jeudi, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Alors que faire? J'aurais bien pleuré à l'âme blanche, mais ça aurait été de l'humour noir. Alors, devant ma glace, je me suis regardé dans le blanc des yeux. J'ai dit, fini cette misère noire, l'avenir s'écrit sur une page blanche, inutile de voir tout en noir. Je pouvais sortir blanchi de ce sombre passé, fini les noirs projets. Et patatras, voilà que je me découvre raciste. C'était cousu de fil blanc. Je dois être la bête noire de quelqu'un, c'est pas possible. Ah, c'est une journée à marquer d'un caillou blanc. Mais inutile de tout peindre en noir, c'est bientôt la semaine du blanc. Inutile de broyer du noir et de se faire des cheveux blancs. Allez, tiens, je vais prendre un petit noir. Ou plutôt un petit blanc. Avec un morceau de chocolat noir. Et un petit peu de fromage blanc. Ça me réconfortera. Mais il fait déjà nuit noire. Et si j'allais au cinéma voir un vieux film? Un film en noir et blanc. En version originale, sur le programme c'est noté, sous-titrage noir sur blanc. Juste au bord de la mer, à 2 pas des flots bleus, creusez si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance les dauphins, le long de cette grève, le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même, à ces moments furieux, Neptune se prend jamais trop au sérieux, ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage. J'avais 3 jours devant moi. Je dis, tiens, je vais aller voir la mer. Je prends le train, j'arrive là-bas, je vois le portier de l'hôtel, je dis, où est la mer? Il me dit, elle est démontée. Et je lui dis, vous la remontez quand? Ben, il me dit, c'est une question de temps. Oui, mais moi je suis là que pour 3 jours. Oh, 3 jours. L'eau a le temps de couler sous le pont. Le pont? Bon, je reviendrai demain. Alors demain, je demande à voir le pont. Le pont? Quel pont? Ben je lui dis le pont, quoi. Il dit, il n'y a pas de pont. Autrefois, il y avait un pont, mais on l'a démonté. Oh ben décidément, vous démontez tout ici. Ah mais il dit, c'est la guerre. Je dis, mais vous le remontez quand? Oh, tous les 20 ans. Je dis, mais moi je suis là que pour 3 jours. Bon, il me dit, avec un petit peu de chance, ça peut arriver. Je dis, bon, ben, je reviendrai demain. Alors le lendemain, je dis, il faut absolument que je voie la mer avant de partir. Alors je vois le portier de l'hôtel, je lui dis, je veux voir la mer. Il me dit, c'est pas possible. Je lui dis, pourquoi c'est pas possible? Il me dit, non, parce que c'est la fête.
La fête? Il dit oui, alors on fait le pont. Je lui dis, mais si vous faites le pont, je pourrais voir la mer. Il me dit non, c'est pas possible, à cause du feu d'artifice. Je lui dis, mais j'irai voir le feu d'artifice de la mer. Il me dit non, vous le verrez beaucoup mieux de votre chambre. Je lui dis, mais ma chambre, elle donne pas sur la mer. Il me dit, mais le feu d'artifice non plus. Je lui dis, mais je m'en fous de le feu d'artifice, moi je veux voir la mer. Il me dit, c'est pas possible à cause des gradins. Des gradins? Oui, ils ont monté des gradins sur la plage pour voir le feu d'artifice. Oh, je lui dis, oh, des gradins. Oh, moi, je viens de Saint-Étienne, je prends le train, je me donne du mal, il y a des gradins. Oh, il me dit, pleure pas, tu la reverras ta mère. Je lui dis, mais les gradins, vous les démontez quand? Il me dit, quand la mer sera remontée. Et vous la remontez quand? Ben, quand vous serez parti. En l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une faute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des morceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys et fleurs d'oranger. Avec des pétales de rose, à bout de corsage je lui fis. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose suffit. Avec le pauvre de la vigne, un bout de coquille on lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le genou plein à la genule, car la fontaine s'ouvre, elle va la baigner toute nue. On prie en du qu'il fit du bon, qu'il fit du bon. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas vous affoler, mais des fous, il y en a. Dans la ville, on en côtoie. Tenez, l'autre jour, j'ai croisé un monsieur qui tenait sa voiture en bandoulière. Il s'approche de moi, il me dit, vous pouvez pas m'aider à défaire cette ceinture? Je dis, mais quand vous l'avez mise, votre ceinture, est-ce que vous avez entendu un petit clic? Il dit, oui, dans ma tête. Ce type-là, il est fou allié. Alors, j'étais prêt à le ceinturer, mais quand j'ai vu que sa ceinture était noire, je l'ai bouclée. Remarquez, moi aussi, il m'arrive des choses particulières, des choses que je n'explique pas. Comment expliquez-vous ça? Je rentrais de voyage. Je mets ma voiture dans le garage qui est juste en face de ma maison. Je sors ma valise et distrait, je garde les clés de ma voiture à la main. Et j'ouvre la porte de ma maison avec la clé de ma voiture. J'avais fait 30 km. Et la route n'était pas glissante. Alors je dis, si en ouvrant la porte de ma maison, je fais 30 km dans le sens de l'allée, en refermant cette même porte avec la clé de ma voiture, je vais faire 30 km dans le sens du retour. Et clac, clac, un double tour. J'étais à 60 km. C'est-à-dire que je me trouvais à 30 km de ma voiture, mais dans l'autre sens. Alors je dis, si je redonne un simple tour de clé, je vais revenir à ma position initiale. Tac! Ma maison qui cale. Une maison qui avait fait combien? 90 km, comme sur des roulettes, sans aucun problème. Elle cale.
Alors obligé de faire 30 km à pied pour rejoindre ma voiture. Et de m'apercevoir quand j'arrive là-bas que j'avais laissé les clés de ma voiture sur la porte de ma maison. Alors j'essaie d'ouvrir ma voiture avec la clé de ma valise. Ma voiture qui se fait la malle. Alors je suis obligé de la rattraper par la poignée et je l'ai ramenée en la tenant comme une valise par la poignée. Alors maintenant, je suis obligé d'emmener ma maison chez le garagiste pour la faire réparer. Je vais arrêter de vous raconter des choses comme ça, parce que vous ne croyez pas. C'est tellement gros. C'est gros comme une maison. Mais vous savez, les gens sont gentils. Ils me disent, monsieur, si vous nous apportez une preuve de ce que vous dites, on vous croira. J'ai dit, ben une preuve, j'en ai une. L'autre jour, j'ai un voisin qui me dit, dites, j'ai vu votre maison croiser la mienne sur la route. C'était tellement gros que je ne l'ai pas cru. Avec le confinement, il s'est passé des choses bizarres dans mon immeuble. Tous les locataires du dessous voulaient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire du dessus est allé raconter par en dessous que l'air qu'on respirait au-dessus était bien meilleur que celui qu'on respirait à l'étage du dessous. Alors, le locataire du dessous a tendance à envier celui du dessus et à mépriser celui du dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Cependant, si je méprise le locataire du dessous, c'est qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, je céderais bien mon appartement à celui du dessous, à condition que moi je puisse avoir celui du dessus. Mais là, j'y compte pas dessus. D'abord parce que j'ai pas de sous, puis au-dessus de celui du dessus, il n'y a plus d'appartement. Donc si celui du dessous monte au-dessus, celui du dessus sera obligé de descendre en dessous. Et ça, je sais que celui du dessus, il n'y tient pas du tout. D'autant que la femme de celui du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus. Alors celui du dessus, il ne tient pas parce que le mari de la femme d'en dessous monte au-dessus. Et n'est-on pas allé raconter à celui du dessous qu'on avait vu sa femme bras dessous avec celui du dessus. Et qu'un jour, elle est allée chez lui, et quand elle a enlevé ses dessous, et lui ses dessus, tout ça parce qu'il faisait trop chaud par en dessous. Moi je l'ai su, parce qu'en dessous on entend tout ce qui se dit au-dessus. Celui du dessous l'a su, il est monté leur tomber dessus. Comme ils étaient tous les deux dessous, ils se sont tapés dessus. Et finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Vous l'avez su? Ce n'était pas le rade de la Méduse, ce bateau, on se le dit, au fond des ports, disons au fond des ports. Naviguait mon père Pénard sur la grande mare des canards, et ça fait les copains là-bas. C'est plus dur, d'énergie, c'était pas la littérature, on déplace aux jeteurs de sang, aux jeteurs de sang. Ce capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis de mon coude, des copains là-bas. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de sang, mais comment, Sodome et Gomorrhe. C'était pas des amis choisis, comme on tenait la Boétie, sur le ventre ils se tapaient, les copains là-bas. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient tout à voile d'or. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, le credo de leur confiné aux copains là-bas. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leur balançait la forêt, Baudouin était ma et copains là-bas. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin quand l'un d'entre eux manquait à mort ce qu'il était mort. Oui, mais jamais au monde, jamais, son nom d'autre se refermait, son temps après coquin de sang, il manquait encore. Et partout chantait pris beaucoup, mais le seul qui a tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord. De ton père Pénard, sur la grande mare des canards, et s'appelait copains là-bas, les copains là-bas. Allez à vous!
très bien. Il y a une chose dont on n'a pas parlé. C'est la langue de bois. Vous savez, les gens ne savent pas trop ce que c'est la langue de bois. Moi, j'ai un fils qui ne savait pas du tout ce que c'était. Mais à un moment donné, il me faisait du souci parce qu'il ne mangeait plus. Il refusait toute nourriture. J'avais beau lui faire n'importe quoi, il repoussait l'assiette. Tout était bon à donner aux chats et aux chiens. Alors un jour, je lui dis, « Qu'est-ce que tu veux ?» Il me dit, « Je veux une langue de bois. » Il devait croire que la langue de bois, c'était une denrée comestible. Vous savez bien, mesdames et messieurs, la langue de bois, c'est la langue utilisée par les politiciens lorsqu'ils veulent parler pour ne rien dire. C'est une langue qui est tout juste bonne à alimenter la conversation. Je lui dis, prends plutôt une langue de bœuf. J'aime pas le bœuf. De veau. Une langue de mouton. J'aime pas le mouton. De veau. J'aime pas de veau. Non. Langue de veau. Parce que de veau, c'est celui qui a écrit le sketch. Il me dit d'abord, le bœuf, il est mort. Le mouton, il est mort. Le veau, il est mort. Alors que le bois, il est vivant. Je lui dis, il est vivant, il est vivant. Oui, mais enfin, il est filandreux. Même mon chat et mon chien n'en voudraient pas. M'en fous, je veux une langue de bois. Alors je voyais bien que la langue de bois, il en avait plein la bouche. Et qu'il n'en démordrait pas. Je lui dis, tu veux une langue de bois? Tu auras une langue de bois. Alors je prends mon filet à provision et je vais chez le marchand de bois. Je lui dis, bonjour monsieur, je voudrais une langue de bois, s'il vous plaît. Il dit, oui, très bien. Bien tendre. Sans nœud, si possible. C'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Il dit, oui, de quel bois voulez-vous? Je lui dis, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Il dit, j'ai du bois de bœuf, j'ai du bois de mouton et j'ai du bois de veau. Alors je lui dis, mon fils ne mange pas de ce bois-là. Il me dit, bon, on pourrait prendre du bois de chevaux. Bois de chevaux? Oui, les chevaux de bois. Ah, ben je lui dis, très bien. Eh ben, donnez-moi une langue de bois. Elle me dit, non, monsieur, il faut prendre le cheval tout entier. Selle comprise, on ne fait pas de quartier. Alors j'ai acheté le cheval tout entier. Voilà où ça mène la langue de bois. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplent depuis son gorille sans souci du con, dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme elle, lors il y a même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu d'emmener ici. Car au gorille, patron de la ménagerie, criait éperdu, nom de nom. C'est à ce moment car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fit feuder le fuseau. Car le gorille, celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite non les idées. D'autant plus vaine est-elle leur crainte que le gorille est un luron supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Car au gorille, j'ai pas les paroles ici, ma mémoire me fait défaut, mais ça fait. Supposez qu'un de vous puisse être comme le juge obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il les deux? Qu'une alternative pareille, un de ces 4 jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Car au gorille, elle n'est pas bâtie, non, elle n'est pas bâtie sur du sable, sa dynastie, sur du sable, sa dynastie. Il y a peu de chance pour les trônes royaux. Écoutez, grand merci à vous. À vous. De vous être déplacés.
il manquait Margot.